Merci beaucoup. Alors merci Jean-Edouard pour cette très stimulante intervention. Donc on a bien compris qu'il y avait donc 4 verbes d'action à retenir: demander, recevoir, donner, rendre. On va en ajouter un 5e, le verbe assumer, avec notre prochaine intervenante. J'accueille Élie Fleury. On va s'asseoir, Élie. Alors, Élie Fleury est professeure agrégée de littérature, blogueuse associée à France Télévisions, auteure de plusieurs ouvrages, dont l'un a particulièrement retenu notre attention, La barbe d'Olympe de Gouges et autres objets de scandale. C'est une galerie de portraits de femmes qui ont fait scandale, de scandaleuses. La première question qu'on a envie de vous poser, Élie, c'est qu'est-ce qui fait scandale? Et qu'est-ce qui distingue un scandaleux, une scandaleuse d'un provocateur, d'une provocatrice? Le mot est très à la mode, scandaleuse. Hein. Tout est scandaleux. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai eu envie de retrouver l'essence même du scandale. Parce qu'il me semblait que le mot était vraiment devenu un mot passe-partout pour faire vendre. Et c'est ainsi que j'ai pensé qu'en fait, une provocatrice était en fait une sorte de businesswoman du scandale. C'est quelque chose qui, c'est quelqu'une qui utilisait le scandale à ses propres fins, d'accord. Alors, sans penser à la fin, mais d'abord penser aux moyens de ce scandale. Alors que la scandaleuse se fiche complètement en fait des moyens. Ce qu'elle veut, c'est une fin, et la scandaleuse est d'abord une activiste du moi. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas spécialement une reconnaissance, elle ne cherche pas spécialement à s'enrichir ou à faire parler d'elle. Elle cherche d'abord à être elle-même, ce qu'elle se sent, à obéir à la voix qu'elle entend. Et bien souvent, obéir à la voix qu'on entend, c'est dur parce que la voix qu'on entend n'est pas spécialement la voix de la doxa. C'est quelque chose qui nous met toujours un peu en décalage. Et suivre sa voix, donc dans les deux sens, les deux orthographes du mot, c'est-à-dire voix VOX et voix VOIE, ça demande parfois de dire non et de devenir un peu scandaleuse, de devenir infâme en fait avant de devenir fameuse, parce que j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup en fait, je suis désolée, je l'avais un peu préparé, sans le préparer, en fait. C'est un matin où je prenais mon RER et comme ça, ma voix m'a dicté cette histoire de fameuse. Donc, une fois de plus, j'ai écouté la voix qui me parlait. Et dans le mot de fameuse, ce qui m'a plu, c'est qu'on entend à la fois ce mot de femme, d'accord, mais également ce mot de fameuse au sens de l'anglais famous, qui au départ, être célèbre, c'est d'abord avoir de la notoriété. Et puis, il se trouve que très longtemps, le mot de notoriété, c'était le fait d'être notoire, ça désignait les femmes ce qu'on appelle les femmes de mauvaise vie. Une femme notoire, dans la culture antique, c'était quelqu'un qui dérogeait, en fait, à la doxa, justement. Et je crois que pour devenir fameuse, il faut d'abord passer par une étape, il faut d'abord être infâme, c'est-à-dire ne pas se soucier de sa notoriété, ne pas se soucier des qu'en dira-t-on. Ça, c'est très important. Déconstruire, en fait, toute cette langue. D'ailleurs, ça a été beaucoup dit déjà. Déconstruire cette langue toute faite, ces expressions toutes faites. D'accord? Interroger les expressions toutes faites ensemble, de manière collective, pour qu'on arrive justement à se dire, ah oui, ces expressions toutes faites, ben, finalement, elles nous font aussi. Et elles nous font et nous défont, en fait. Nous font comme on devrait ne pas être, parce qu'on n'écoute plus sa voix. Donc voilà, je pense qu'une scandaleuse, c'est d'abord quelqu'un qui, pour devenir fameuse, est infâme, c'est-à-dire se moque de sa notoriété et écoute sa voix, pour suivre sa voix. Alors on va balayer votre livre avec quelques-unes des figures de scandaleuses que vous proposez. Celle qui ouvre le livre, c'est Christine de Suède. C'est la première femme à avoir été sacrée roi des Suédois. Alors, qu'a-t-elle assumé de particulier en 1650? Elle a surtout assumé d'un jour se débarrasser de sa couronne elle-même, parce que personne ne voulait la lui ôter. Elle était très populaire. Elle succédait à un roi qui était très très aimé, qui était son père, et elle voulait absolument pas être reine pour des raisons, à mon avis, très multiples, mais entre autres parce que elle trouvait que la couronne était beaucoup trop dure à porter pour la libertaire qu'elle était, ou du moins qu'elle se sentait. D'accord, et donc elle a soulevé elle-même la couronne parce que personne ne voulait lui enlever sa couronne, tout le monde la voulait reine. Et puis elle est partie vivre sa vie. Ce qui est important chez Christine de Suède et ce qui fait qu'elle est absolument formidable, et c'est quelque chose qui me tient très à cœur, c'est que si Christine de Suède a pu devenir Christine de Suède, c'est-à-dire parcourir le monde, choquer les prélats, mais aussi conseiller tous les rois, connaître tous les grands artistes de son époque, c'est que son père attendait un garçon. Les astrologues, d'ailleurs, lui avaient prédit un garçon.
Quand Christine de Suède est née, on a absolument voulu voir en elle un garçon. D'accord, elle n'était absolument pas un garçon, mais les coups de canon avaient déjà été tirés pour annoncer un garçon, parce que quand un garçon naît, on tire des coups de canon. Quand une fille naît, on ne tire à rien du tout. D'accord. Et puis on a fini par, au bout d'une heure ou deux, venir chuchoter dans l'oreille du roi qu'en fait le garçon était une garçonne. Et lui s'est dit tant pis, de toute façon j'ai décidé de faire d'elle un être libre. Et comme un être libre, c'est quelqu'un qui est élevé à la garçonne, je l'élèverai à la garçonne. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, puisque on a beaucoup parlé d'enfants jusqu'à maintenant, et c'est très juste, c'est de l'élever finalement de manière libre et non pas en fonction d'un sexe biologique. Ça, c'est fondamental, et l'éducation est fondamentale pour qu'on arrive justement, à mon avis, au sein de l'entreprise, à vivre sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire, je ne suis pas un sexe biologique, je suis une énergie, je suis une sensibilité, je suis des envies, je suis des rêves, je suis ma façon de parler, je suis ma façon d'aimer, etc. Et le père de Christine de Suède lui a fait vraiment ce cadeau. Elle a été évidemment dénigrée, d'accord, mais elle a aussi beaucoup marqué son époque. Voilà. Alors, il y en a une autre qui a retenu mon attention, c'est Madame de Tencin. Alors, elle, c'est une oubliée de l'histoire des lettres. Pourtant, elle tint un des salons les plus courus du XVIIIe, du siècle des Lumières. Et ce qui m'a intéressé dans votre livre, c'est que manifestement, tout le monde voulait aller chez elle, mais dès qu'on en sortait, on n'avait que du mal à en dire, et elle était passablement détestée. C'est la femme la plus détestée de son siècle. Saint-Simon. Et en même temps, la plus courtisée aussi. La plus courtisée, il fallait passer par son salon. Mais justement, c'est parce qu'elle était si courtisée et qu'elle obtenait pour les autres tant de choses, et surtout pour les hommes, qu'on l'a tant détestée. Saint-Simon, qui était habitué de toute façon au persiflage, et Saint-Simon qui détestait à peu près toute la planète sauf lui-même, la détestait quand même tout à fait particulièrement. Et alors elle avait quand même des choses qui pouvaient être détestables à l'époque, c'est-à-dire que premièrement, elle a abandonné son enfant, son garçon, qui après allait devenir très célèbre d'ailleurs, c'est assez drôle, mais elle a abandonné son garçon qu'elle a eu d'une nuit d'amour avec un officier, mais bon, elle voulait bien la nuit d'amour, mais elle voulait pas des conséquences de la nuit d'amour, donc quand les conséquences ont pointé leur nez, elle a déposé donc les conséquences au pied, sur les marches d'une église, d'accord. C'est une gentille Madame Rousseau qui a trouvé le lendemain l'enfant, qui l'a élevé. Madame Rousseau qui a trouvé l'enfant dans un ruisseau, donc, et qui l'a élevé. Et cet enfant est devenu d'Alembert et a écrit l'encyclopédie. A initié l'encyclopédie, puisqu'il n'a pas écrit l'encyclopédie seule. Elle a toujours su qu'elle avait cet enfant dans les parages. Elle s'en est tout à fait contrefichée, mais vraiment jusqu'au bout de sa vie. Et ça, déjà, ça faisait un peu tâche, quoi. En plus, elle était ultramontaine. Alors, c'est elle elle avait un lien très particulier avec le pouvoir, et entre autres, elle était une sorte d'entremetteuse et de fabricante de cardinaux. Donc, quand on voulait obtenir l'habit pourpre, il fallait absolument passer par son salon. Elle décidait beaucoup de choses, c'était une grande politique. Et je pense qu'on l'a détestée en vertu de ça, parce qu'elle usurpait très longtemps. On a eu l'impression qu'on usurpait des rôles. D'accord, c'est pour ça qu'il faudrait abandonner d'ailleurs cette idée de rôle déterminé par un sexe biologique, de naissance, etc. Donc elle usurpait un rôle, elle était fatalement détestable et de mauvaise vie. C'est une très grande romancière. On la néglige. Quand elle a compris que bon, ça y est, c'était entre guillemets son heure de gloire, son heure d'animal politique était finie, elle a mis toute son art de la machinerie dans ses romans, et elle a écrit une œuvre très intéressante à la fin de sa vie. Donc voilà. Mais Madame de Tencin détestait parce qu'elle usurpait évidemment ce qu'on croyait de les privautés de son sexe. Mais ça, c'est particulièrement dur d'assumer le risque d'être détesté. Je pense en particulier, par exemple, à ce qu'on appelle le syndrome de la reine des abeilles, où il y a un cliché alimenté par des études plus ou moins bidons, il faut être honnête, qui dit que une femme qui exerce d'importantes responsabilités et qui a beaucoup de pouvoir devient plus dure et plus carriériste qu'un homme, plus sévère, et notamment terrible avec les autres femmes. On a même des chiffres, il y avait une étude IMS Entreprendre pour la cité qui révélait que pour 9 managers sur 10, une femme qui a d'importantes responsabilités était pire qu'un homme.
Alors, je sais pas trop. Elle a sûrement, j'imagine que cette lutte, d'accord, cette lutte qui est encore la lutte de certaines femmes pour arriver à certains postes est tellement rude que de toute façon, il faut bien se protéger le cuir, d'accord. Et qu'en se protégeant le cuir, fatalement, on met à distance peut-être une certaine forme de sensibilité. Après, ce que je crois surtout, c'est que tant qu'on raisonne. Alors nous sommes très déterminés évidemment par une éducation pour l'heure, par une façon de parler, par une façon de formaliser les choses, par des stéréotypes. Mais tant qu'on oublie l'idée d'énergie et de sensibilité propre, singulière à chacun, et qu'on réfléchit en tant que les femmes sont plus dures, c'est quelque chose qu'on dira jamais d'un homme. Un homme qui est dur et qui a de la poigne, on dira jamais oh là là, qu'est-ce qu'il est dur. On dira il a de l'autorité, il sait se faire respecter, etc. Peut-être aussi que c'est une façon un peu bizarre de se positionner une fois de façon très stéréotypique par rapport à l'autorité. Oui, il y a des femmes qui ont de l'autorité, il y a des femmes sûrement qui sont dures, mais comme il y a des hommes qui sont durs et qui ont de l'autorité, et comme il y a des hommes qui sont plus dans la négociation. Donc peut-être que vraiment, il faudrait à un moment oublier cette histoire. Alors je sais pas comment oublier. Enfin, on a du mal à l'oublier parce qu'on est tellement formé à ça, à toujours se rappeler de ça. Voilà, se rappeler qu'on est un homme, une femme. Et à un moment, il faudrait se penser en tant qu'individu avec une sensibilité propre, des rêves propres, des énergies propres. Vraiment, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et à mon avis, qui était important. Je pense que toutes ces femmes qui ont réussi à s'assumer, c'est parce qu'au fond, elles s'en fichaient absolument d'être détestées. C'est-à-dire que avant tout, ce qu'elle voulait, c'est aller au bout d'elle-même. Quelqu'un comme Marie Curie, par exemple, qu'on ne placerait pas spécialement dans les scandaleuses, parce que Marie Curie, elle évoque maintenant l'étude, le sérieux. Elle a été absolument, mais non seulement détestée, mais calomniée. Oui. Elle cumulait beaucoup de tares. Premièrement, elle était juive, donc ça c'était vraiment une tare en 1920. Deuxièmement, elle était la seule femme à enseigner à la Sorbonne, ça c'était une deuxième tare. Troisièmement, c'est très bien qu'il n'y aurait pas eu de prix Nobel pour son mari si elle n'avait pas été derrière. Bon. Et puis quatrième tare, au bout de 5 ans de deuil, elle a soulevé la voilette et elle a fini par essayer de refaire sa vie. Alors ça a été terrible. Elle était la première victime de la presse People. Hein. Atroce, une des premières victimes de la presse People, tout à fait. Madame de Tencin a essuyé quand même aussi des libelles, pas piqué des hannetons, et puis plus tard, la favorite de Louis XV, c'était pas mal aussi. Donc oui, la presse People au sens moderne du terme, mais enfin la presse People, je crois que c'est quelque chose de photos volées de Marie Curie et des calomnies, des manipulations. On avait envoyé des lettres à la femme de son amant, tout ça. Bon, Marie Curie, elle s'en foutait d'être détestée. Marie Curie, elle était obsédée par l'uranium. Elle poursuivait le rêve de l'uranium, elle en est morte d'ailleurs, et elle s'est accomplie ainsi, et sans jamais être rancunière envers les Français, puisque c'est quand même elle qui pense à cette histoire de petit taxi là, qui va demander à toutes les femmes de Paris à toutes les femmes qui ont des voitures, parce qu'elles sont rares, de lui prêter ses voitures pour y mettre cet appareil qu'elle vient d'inventer, qui est la radio en fait, et qui va permettre de ne plus charcuter les hommes au front avant de trouver la balle qui les gêne, et d'aller tout de suite. Bon, elle n'est pas rancunière, elle prend quand même la route pour aller à Verdun, etc. Donc, elle s'en fichait d'être détestée, même si elle a dû en souffrir, bien sûr, intimement. Mais elle poursuivait sa quête, son rêve, et cette voix qu'elle entendait et qui lui demandait d'être ce qu'elle était. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très fondamental. Alors, il y a les détestés, puis il y a les adorés malgré elle. Alors, il y en a une comme ça qui s'appelle Brigitte Bardot, qui a aussi sa place dans votre livre. On dit souvent que c'est une icône féministe malgré elle. Alors, ça, elle le doit en grande partie à Simone de Beauvoir, qui disait aucune morale n'a de chance avec elle. Alors, Brigitte Bardot, en fait, un peu trop aimée par Simone de Beauvoir, c'est... Non, vous diriez pas que... Non, Simone de Beauvoir, alors, je suis un peu fâchée avec elle, mais là, je sais que je n'ai pas le temps de développer les raisons de ma fâcherie avec Simone de Beauvoir. Je pense aussi qu'il faudrait peut-être arriver ça, c'est quelque chose, mais bon, j'ai pas le temps de le développer, donc je préfère ne pas le dire plutôt que de mal le dire. Mais cette icône comme ça, le fait, je pense, pour devenir, je pense que toutes ces scandaleuses, avant même Brigitte Bardot, ne se sont pas souciées d'être des modèles. La liberté n'est pas quelque chose de modélisable, en fait. La liberté n'est pas quelque chose. Et là, Beauvoir a raison. Bon, elle a souvent quand même des raisons, mais quand elle dit, elle s'est pas souciée de la morale. Mais en fait, oui, aucune ne s'est souciée de la morale. Une fois de plus. Ce qui est étonnant chez Brigitte Bardot, c'est que sa vie se passe en 2 temps. Michel Perrault, qui a contribué à ces 4 volumes de l'histoire des femmes, et Françoise Héritier, qui est
très célèbre pour tout son apport par rapport à l'histoire des femmes. Toutes les deux ont fait leurs études ensemble. Et Michel Perrault disait un jour, en jeune fille, on avait deux modèles, justement. C'était Simone de Beauvoir et Brigitte Bardot. Donc c'est très drôle là, que vous ayez réuni ces deux femmes. Je crois que la liberté n'est pas quelque chose de modélisable, en fait. Et on se fiche, en fait, de la morale quand il s'agit d'être soi-même. Même si... Donc Bardot, de toute façon, n'a jamais, mais comme beaucoup de ces femmes dont j'ai essayé de peindre le portrait, plein de ces femmes se fichaient complètement d'être des modèles. Elles étaient de toute façon d'abord infâmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis beaucoup d'entre elles, de toute façon, repoussaient certains modèles. Colette détestait les suffragettes, elle était absolument insultante dès qu'elle parlait d'une suffragette. George Sand, pourtant George Sand, Dieu sait si elle passe pour une sorte de modèle du féminisme. George Sand fronçait un peu le nez quand on parlait du droit de vote des femmes, parce qu'elle jugeait que oui, les femmes pourraient voter le jour où elles ne voteraient pas comme leur mari, et que donc ça se passait d'abord par une éducation des femmes qui leur permettrait de voter en âme et conscience. Donc bon, si on les faisait se rencontrer, toutes ces femmes, si on les ressuscitait maintenant, ce serait infâme, quoi. Bon, j'évite l'expression crêper le chignon parce que je la déteste, mais ça fait bien longtemps qu'on ne porte plus de chignon. Mais c'est ma grande spécialité, la gaffe. Et en fait, comme le sujet en fait de ces 20 minutes, c'est j'assume, donc j'assume ma gaffe. Et j'assume mon chignon. Et Marie, vous assumez votre chignon. Voilà. Et c'est pour ça que nous nous aimons sûrement, parce que nous assumons toutes les deux. Mais si elles se rencontraient maintenant, elles ne se regarderaient à peine, ne se sentiraient pas du tout liées par un lien de sororalité. Elles ne sauraient même pas quoi dire, parce qu'au départ, ce sont vraiment des activistes du moins. En quelque sorte, il y a une forme chez elles d'égoïsme. Colette, elle était sordide. Beauvoir, pour revenir donc à la question que vous me posiez, Marie, Beauvoir, là je suis en train de lire, mais un livre qui a été écrit par Marie Jobonnet et qui parle de Beauvoir. Alors c'est un livre quand même très subjectif et à mon avis de parti pris, mais malgré tout, si on lit vraiment de très près la correspondance de Beauvoir dans les années 40, elle est absolument sordide. Il y a quelque chose de sordide chez tous les êtres, et là qui cherchent d'abord à s'accomplir, d'accord, parce que s'accomplir, c'est parfois oublier la morale, les autres. Donc oui, on peut devenir un modèle féministe malgré soi, et je dirais même que les femmes qui ont marqué l'histoire, c'est les limites de ce livre, c'est que je ne considère en fait que des femmes qui ont marqué l'histoire, mais de manière très occidentale, très voilà. Bon, ça c'est un peu les limites de ce livre. Et je pense qu'en ce moment justement, on est en train de s'apercevoir que être une femme, c'est pas seulement être dans les dictionnaires Larousse qu'on achète dans les supermarchés en France. Bon, mais pour d'abord être un modèle, je pense qu'il faut se soucier de ne pas en être un. Parce que fatalement, si on veut être un modèle, on est obligé d'adopter des codes qui sont les codes du moment. Et dans ce cas-là, on perd évidemment toute sa dimension scandaleuse. On est un mouton suiveur, une moutonne suiveuse, et ça n'a plus de sens. Donc, en quelque sorte, je dirais que tous les gens, tous les êtres qui peuvent nous impressionner ou nous faire avancer ou nous communiquer une forme d'énergie, je reviens beaucoup à ce mot parce que j'y crois beaucoup. Je crois plus à l'énergie qu'à des dogmes ou à des systèmes. Je crois c'est des gens qui, d'abord, justement, se fichent complètement d'être un modèle, qui cherchent d'abord à se ressembler à elles-mêmes ou à eux-mêmes. C'est très, très difficile. Donc, déjà, apprenons à nous recentrer, à nous ressembler, puis on verra après à qui on ressemble, quoi. Voilà. Est-ce que finalement, c'est pas tout ça n'est pas résumé dans ce que dit Mathilde de Morny, la fameuse Missy de Colette, qui n'avait qu'un credo: je veux être qui je suis. Et c'est parfaitement résumé. Alors, ce qui est triste avec Mathilde de Morny, c'est qu'elle a payé très très cher, en fait, cette quête, ce qui n'est pas le cas de toutes ces femmes. Mais c'est sûr qu'elle a payé très cher, puisqu'elle a quand même fini les cheveux rasés, la tête dans le four. Donc, bon, elle s'est suicidée, et Colette n'était même pas à son enterrement, donc c'était assez cruel. Mais alors, elle, vraiment, c'est un très très bon exemple. Et comme elle sortait d'une famille très très réputée, puisque c'était la famille des Bonaparte. Elle a été en plus rejetée par sa famille, mais elle est vraiment allée jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout et de manière assez doloriste. Mais c'est une phrase qui effectivement résume absolument. Alors après, la seule chose, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut être. Et pour savoir ce qu'on veut être, c'est passer par cette forme de déconditionnement. C'est très important de se déconditionner, de se laver en quelque sorte de tout ce qu'on nous impose, de tout ce qu'on voudrait nous imposer, etc.
Alors, nous allons parler de quelques-unes de vos scandaleuses. Il y en a plus de 50 dans votre livre. C'est peu. Pardon? C'est peu, en fait. Eh ben, va falloir faire le second tome. Élie, je vois rien d'autre. Il y en a de très connus, Jeanne d'Arc, Rosa Parks, Marilyn Monroe, Josephine Baker. Il y en a de plus inattendus. Certaines oubliées aussi de l'histoire, qui ne gagnent qu'à être découvertes. On peut retrouver votre livre à la librairie du Printemps des Fameuses. Vous accepterez peut-être de vous livrer à la séance de dédicace? Oui, bien sûr. Voilà. Donc on fera ça à la pause. Merci beaucoup, Élie. Merci, Marie. J'adore vraiment votre chignon.